J'aide les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram. J'ai commencé, tu vois, j'étais community manager. Ensuite, je me suis orientée vers plus du coaching. À midi, tu as déjà l'impression d'avoir fait 15 journées à Bali. À l'époque, je faisais rien qu'avec ce client 2500 balles par mois. Soit tu dégages, merci, au revoir. Soit tu acceptes le CDI qu'on te propose. Du jour au lendemain, viré. Et au fur et à mesure, je me suis développée vers du coaching parce qu'on a aussi ouvert un studio de podcast. Plus tu as de pieds, plus le socle il est solide et moins il a de chance de tomber. Tu vois, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Je suis community manager de mon entreprise. J'ai plein d'opportunités comme ça, en fait, juste en parlant avec les gens. Ce qui va faire la différence, c'est tes convictions, c'est ta personnalité, c'est tes valeurs, c'est la manière dont tu t'adresses à ta cible. J'ai du mal à définir mon business model parce qu'en fait, mon business model, c'est un peu un mélange de plein de business models, tu vois. Oui, moi, genre le matin, je me réveille, j'ai des ventes de la veille, tu vois, entre guillemets, en dormant. Tu vois, genre si j'ai peur de faire un truc, c'est qu'est-ce que ferait la Jess que j'aimerais être. Hello Jess. Hello Fanny. Comment vas-tu? Mais écoute, très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va, best life in Bali, pour la première fois de ma vie, donc je vais bien. Ah, c'est ta première fois, toi, ici? Toute première fois, depuis 2 semaines et demie maintenant, je suis arrivée. Franchement, je crois que je m'acclimate un peu trop bien. C'est ça le problème avec Bali. C'est qu'en général, quand tu viens, t'as plus trop envie de rebouger après. Ouais, bah justement, peut-être qu'on va en parler un petit peu de pourquoi t'as décidé de revenir aussi. Mais d'abord, est-ce que tu peux te pitcher? Tu sais, je suis une experte du pitch. Mais est-ce que tu peux faire l'exercice un peu du pitch? Comment tu te présentes, toi, généralement aux gens Ok, ça commence très fort. Bah écoute, moi, en général, ma punchline, entre guillemets, c'est j'aide les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram. Donc voilà, je pense que ça définit bien ce que je fais. Après, ça peut prendre plein de formes différentes. J'ai commencé, tu vois, j'étais community manager. Ensuite, je me suis orientée vers plus du coaching. Et ensuite, j'ai fait de la formation. Et c'est vrai que maintenant, ça s'articule surtout autour de la formation en ligne et des produits digitaux. Je fais aussi un peu de consulting, mais du coup, le noyau dur, c'est ça, quoi. C'est vraiment d'aider les entrepreneuses à se lancer, à avoir de la visibilité sur Instagram et surtout encore plus à vendre sur Instagram, quoi. Ouais, ok, trop cool. Bah ça va. Ça va, c'était un bon pitch ou pas? Oui, il est calé, il est clair, il est net. Bah, si c'est clair, c'est principal. Ouais, c'est ça, le but du pitch, c'est vraiment clair, concis, droit au but. Donc c'est parfait. Donc du coup, on est à Bali. C'est ça. Et toi, du coup, j'avais vu que tu étais revenue, enfin, tu avais déjà vécu ici, tu es revenue en France, tu es restée un long moment et tu es revenue ici. Comment tu vois les choses un petit peu pourquoi vouloir revenir à Bali et comment tu vois les choses, toi, pour ta vie un petit peu d'entrepreneuse? Alors, ma première fois à Bali, c'était en 2021, il me semble. Et en fait, c'était à l'époque du confinement, donc c'était pas le premier, mais c'était le deuxième, il me semble. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours eu envie de voyager depuis que je suis toute petite. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager quand j'étais jeune et ça m'a toujours fait rêver. Donc, dès que je me suis lancée, et en plus, j'étais avec Tony, donc on était tous les deux libres géographiquement. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment ou jamais. Et c'est vrai que Bali, ça me faisait rêver. Enfin, voilà, comme tout le monde, j'ai vu Bali sur Instagram, donc forcément, j'avais envie d'y aller, quoi. Ouais. Et du coup, c'était ma première grosse expérience à l'étranger. On y est resté 6 mois. Ah ouais. Et c'était trop bien parce que en France, c'était un peu, entre guillemets, compliqué avec justement le confinement. Et ici, c'était beaucoup plus free, quoi. Et c'est vrai que j'ai adoré l'expérience. Franchement, Bali, c'est quand même, je pense, tu l'as vu, c'est assez spécial, même en termes d'énergie et tout. Et du coup, on est reparti quand même au bout de 6 mois en France. De toute façon, nos visas expiraient. Et on est reparti après en Afrique du Sud, on a fait le Portugal, on a fait aussi Tokyo, on a fait la Corée du Sud. Et après, on est revenu aussi à Bali, 4 ou 5 mois, je ne sais plus. Du coup, là, c'est la 3e fois à Bali et on revient. En fait, à chaque fois qu'on vient ici, c'est aussi pour des raisons pro, parce qu'en vrai, on rencontre beaucoup de monde. Ouais. On connaît, comme tu sais, je pense que tu l'as vu, il y a grave d'entrepreneurs ici. Oui. Donc, il y a beaucoup de connexions, beaucoup de projets aussi. Nous, beaucoup de prestataires, par exemple, avec lesquels on travaille maintenant, qui sont sur Bali. Ouais. En même temps aussi, c'est Bali, quoi. Donc, c'est vrai qu'en termes de mode de vie, oui. C'est quand même... tu vois, je suis toujours un peu partagée parce que c'est vrai qu'on adore la France. Enfin, on a notre noyau dur là-bas, tu vois. Tous nos proches, les plus proches sont là-bas et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de style de vie, à midi, t'as déjà l'impression d'avoir fait 15 journées à Bali, tu vois. Mais c'est ça, hier, c'était ma vie. Mais ouais, j'ai vu tes stories. Tu disais exactement ça. Mais franchement, il faut venir ici pour le croire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus... tout est plus simple ici.
Genre, tu veux louer un scooter, ils te l'amènent, tu leur textes sur WhatsApp, Oui. ils viennent au bout d'une demi-heure, t'as ton scooter. Enfin, tu vois, pour commander, même t'as une femme de ménage. Enfin, tout est très, très simple ici. Et il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de... Voilà. Donc, c'est vrai qu'on adore aussi la vie ici, quoi. Mais pour autant, vous décidez pas de vous installer ici non plus, c'est ça? On est un peu entre les deux. C'est vrai que ça fait genre 3 ans qu'on se pose la question et qu'on s'est pas vraiment décidé. Donc, pour l'instant, on reste en France. On se dit, voilà, c'est un bon compromis de rester en France et de venir quelques mois ici dans l'année. Mais c'est vrai que c'est en réflexion parce qu'on kiffe tellement la vie ici. Mais c'est toujours pareil, tu as les avantages et les inconvénients des deux côtés. Donc voilà, on est un peu en mode entre les deux et puis voilà, quoi. Ouais, oui, je peux comprendre le dilemme. Moi, typiquement, c'est un peu pareil, je bouge beaucoup aussi, mais mon socle est quand même en France, mon réseau, tout ça. Moi, je suis quand même très attachée. Et surtout, tu vois, l'été, South of France, tu vois, genre... Grave. Ça, c'est trop mon truc. Ouais. Ah, mais nous, c'est pour ça qu'on rentre là en juin, c'est parce qu'on adore l'été en France. Voilà, genre, en fait, jusqu'à le mois de novembre, ça va, tu vois. Ouais. Et après, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Bon, on n'est pas là pour s'étaler non plus trop sur... Ce n'est pas un podcast voyage. sur Bali, sur la vie des digital nomades, mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, au moins, tu auras apporté des réponses claires, donc ça, c'est cool. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu dans les grandes lignes comment tu en es arrivé à aujourd'hui faire ce que tu fais? D'ailleurs, je pense que tu es un peu... T'as plusieurs business, t'as pas que la formation en ligne. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu tout ce que tu fais et comment t'en es arrivé à vendre des produits digitaux rapidement dans les grandes lignes peut-être? Alors, moi, j'ai eu un parcours scolaire, entre guillemets, universitaire assez classique, je vais dire. Je me suis un peu laissée porter, bac ES, avec mention, voilà, j'ai des bonnes notes. J'ai bifurqué parce que j'ai eu une année, justement, où je me suis lancée en droit. J'ai fait une première année de fac de droit parce que, justement, j'avais des bonnes notes et je savais pas trop quoi faire. Je trouve, vraiment, en terminale, t'es lancée en mode, tu sais absolument pas où aller. Et au final, ton choix, il se fait souvent plus par rapport à tes notes que par rapport à ce que toi, tu veux vraiment. Et en même temps, à ce stage-là, on se connaît pas vraiment, donc c'est compliqué de prendre des décisions aussi. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, hein, le système d'éducation en France. Mais du coup, je me suis orientée vers une fac de droit que j'ai validé ma première année, mais ça m'a pas du tout plu. Genre beaucoup trop strict, moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de laisser parler aussi ma créativité. Et du coup, je me suis dit que j'allais m'orienter vers un DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations. Donc, en fait, ce qui est bien avec ce DUT, je trouve, c'est que tu vois vraiment tous les aspects d'une entreprise classique. Donc, tu as autant de la compta que de la fiscale, que de l'administratif, que du marketing, que de la communication, que des RH. Enfin, vraiment, tu vois un peu tous les aspects d'une boîte. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait le plus, clairement, c'était le marketing. Donc après, j'ai fait une licence marketing-vente et ensuite, j'ai fait un master communication marketing. Et en dernière année, en master 2, je me suis spécialisée en e-marketing, donc web marketing, quoi. Du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, moi, ça a été vraiment une évidence. C'est marrant parce que j'avais tourné un épisode de podcast avec ma mère et elle se rappelle de moi, j'avais peut-être 16 ans et maintenant j'en ai 32 à mon grand âge. Donc ça fait quand même, ça remonte. Et à ce moment-là, je lui avais dit que je voulais être community manager. Alors qu'à l'époque, tu te rends compte, c'était il y a 15 ans, un truc comme ça. Même pas. Mais ma mère ne connaissait pas, alors qu'elle travaillait chez Pôle emploi et donc du coup, elle était censée connaître bien les métiers et tout. Elle m'a dit que c'était la première fois que j'entendais parler de community manager. Mais t'avais vu ça où? En fait, je pense, parce que déjà à l'époque, j'étais très, pas geek, mais geek pas dans le sens codé, machin et tout, pas dans le sens technique, mais plus geek dans le sens où j'adorais consommer déjà des blogs, des skyblogs, des trucs comme ça. J'avais déjà plein de skyblogs et tout. Et donc, je pense que j'avais entendu... je vois que cette possibilité-là, parce que je crois que ça n'existait même pas en France. Mais comme quoi, quand même, j'avais déjà, tu vois, quelque part, une petite graine dans ma tête. Et donc, quand j'étais en master et que je me suis spécialisée déjà en e-marketing, c'était clair que je voulais être community manager et que je voulais déjà être à mon compte. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup moins répandu, le fait de vouloir... j'ai jamais voulu, tu vois, monter une grosse boîte ou ça m'a jamais trop intéressée. Mais par contre, c'est vrai que je disais déjà en master 2 que je voulais être à mon compte, au moins... community manager. Donc c'est ce que j'ai fait sortie d'école, vraiment sans expérience. Je me suis lancée comme ça. J'ai envoyé... En fait, je répondais à l'époque à des annonces Indeed de base, tu sais, des offres d'emploi, mais qui étaient pour des CDI. En fait, je leur disais, vu que je savais que c'était un besoin pour eux, j'envoyais quand même ma candidature en mode, je suis indé si ça vous intéresse, si vous n'avez pas besoin de quelqu'un spécialement en CDI. Et du coup, ça a marché. Une agence de com m'a fait confiance.
Et du coup, je me suis lancée comme ça. Voilà, j'ai fait quelques missions pour eux. Et c'est vrai que j'ai fait l'erreur classique de quelqu'un qui se lance, c'est-à-dire que je me suis reposée uniquement sur ça. Vraiment, c'était un client, tu vois, à l'époque, je faisais rien qu'avec ce client 2500 balles par mois. Et moi, à l'époque, c'était déjà fou, tu vois, genre sortie d'école, 2500 balles par mois, c'était énorme, tu vois. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, je me repose sur ça. Sauf qu'au bout de 3-4 mois, ils m'ont dit, bon, bah écoute, on est très contente de ce que tu fais, mais on a besoin de quelqu'un en interne full-time. Et donc, du coup, bah, c'est soit tu dégages, merci, au revoir, soit tu acceptes le CDI qu'on te propose. Et donc, du coup, j'ai accepté le CDI qu'ils m'ont proposé. Je pense parce qu'à l'époque, bah voilà, je m'étais mis un peu, enfin j'avais un peu le cul entre deux chaises, tu vois, et puis je me suis dit bon bah vas-y, c'est la simplicité. Tout le monde me disait bah CDI, c'est la voie royale, ça se passe plutôt bien, donc je vais dans cette agence en tant que salarié, et au final ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un peu plus d'1 an. Ça s'est pas forcément très bien terminé à la fin. Il y a eu plein de problèmes dans la boîte, harcèlement, tout ça. Enfin, j'en ai déjà un peu parlé sur mes réseaux. Et bah, du coup, du jour au lendemain, viré comme quoi. Moi, c'est vraiment genre, je me suis dit à ce moment-là aussi. Mais en fait, c'est vrai que tout le monde m'a vendu le CDI comme, tu vois, un truc sûr, genre en mode, voilà, sécurité et tout. En fait, moi, c'est pas du tout mon expérience. Je dis pas que c'est la moyenne, parce que je pense clairement que si tu prends une moyenne, il y a quand même un peu plus de sécurité dans le CDI que dans le freelancing. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon expérience. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, en fait, c'est peut-être une opportunité pour toi de rebondir et de faire ce que tu as voulu ce que tu as toujours voulu faire, c'est-à-dire être à ton compte. Et donc, je me suis relancée vraiment sérieusement. Donc maintenant, c'était il y a quasiment 5 ans de ça. Je me suis vraiment lancée, voilà, bah vas-y, je cherche des clients, je crée mon compte Instagram, je prends vraiment ça au sérieux. C'est aussi le moment pile poil où j'ai rencontré Tony, donc forcément, ça m'a aidée. Parce que lui était déjà lancé, il avait déjà un bon business en ligne. Et tu sais, je l'ai rencontré et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est possible. C'est possible, tu vois, d'être complètement libre. Bon, après, il faut mettre des guillemets, t'as toujours des contraintes, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de responsabilité, bien au contraire. Mais c'est possible d'avoir une liberté géographique, c'est possible d'avoir une liberté d'horaire, c'est possible de venir, de t'habiller comme tu veux tous les jours, de faire tes propres horaires et tout. Et du coup, c'est vrai que je me suis lancée comme ça en tant que CM. Ça a de suite bien fonctionné. Parce que je pense que j'avais aussi mon expérience, tu vois, j'avais un master et puis j'avais aussi mon expérience en agence de communication, donc forcément ça a rassuré aussi. Et au fur et à mesure, je me suis développée vers du coaching parce que j'avais des demandes justement de nanas qui n'avaient pas forcément le budget pour prendre une CM, mais qui voulaient quand même se former pour elles-mêmes maîtriser ça. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y, je suis full en coaching, je suis full en prestat de service. Il faut que je trouve un moyen de scaler, entre guillemets. C'est moi la mode, mais voilà, de faire rentrer plus de monde. Et donc, du coup, je me suis intéressée au modèle de la formation en ligne, qui en plus est un business complètement aligné avec le style de vie vers lequel je tends. Et voilà, ça fait... Je pense que ma première formation, c'était... c'est marrant parce que c'était mon premier Bali que j'ai créé ma première formation en ligne. Donc, c'était il y a à peu près un peu plus de 3 ans maintenant. Et du coup, voilà, on en est là. L'année dernière, on a aussi ouvert un studio de podcast avec Tony et mon frère aussi. Et voilà, pour se diversifier un peu. Et après, qu'est-ce que je fais d'autre ? J'investis aussi un peu en immobilier. Et voilà, grosso modo, c'est ça mon business model, quoi. Ok, waouh, j'ai envie de rebondir sur plein de choses que tu as... Enfin voilà, parce que le but de ce podcast, c'est aussi parler d'entrepreneuriat et... Là, on va clairement aller sur le terrain du coaching, de la formation et du consulting et tout ça. Donc déjà, la première chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est, je reviens un petit peu en arrière, quand tu disais que tu étais un peu bloqué sur ce truc de c'était ton seul client et tu as décidé de prendre le CDI. Moi, je sais que j'ai des clientes en ce moment dans mes accompagnements, dans un de mes accompagnements particulièrement. En fait, il y en a certaines, elles ont un gros prestat. Tu vois, et elles ont du mal à faire ce truc de bifurquer 100%. Par exemple, elles gagnent bien leur vie, on va dire qu'elles gagnent 50 000 € à l'année dans leur CA, mais il y a 30 000 qui proviennent d'un seul et unique client. Qu'est-ce que tu dirais à des gens comme ça, un peu bloqués avec un gros prestataire avec qui elles ne veulent plus forcément travailler, mais elles ont peur de se dire, si je le lâche, comment je vais faire pour rebondir. C'est un peu bancal, après sans rentrer dans le jugement, parce que je comprends, j'ai fait moi-même l'erreur, tu vois. Donc en fait, je comprends
ce truc de vas-y, ça m'assure un CA, tu vois, et forcément, c'est un côté hyper rassurant. Mais dans l'autre sens, en fait, tu te dis, si j'ai plus de clients, typiquement, tu vois, tu donnais l'exemple de 50 000 euros, si j'ai plus les 30 000 euros, en fait, j'ai plus que 20 000 euros. Donc, c'est pour ça que pour moi, mon conseil, c'est pas forcément que d'avoir des mini-clients, mais forcément, plus tu développes ton nombre de clients, moins ton business il est bancal, parce que plus finalement, si on prend l'exemple tu vois, d'une chaise ou d'une table, plus tu as de pieds, plus le socle il est solide et moins il a de chances de tomber, tu vois. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Je pense qu'il ne faut pas forcément lâcher directement ce client-là si ça représente 30 000 euros sur les 50 000, mais il faut se donner les moyens de se diversifier, de chercher d'autres clients, tu vois, pour avoir un truc qui est peut-être un peu plus équilibré à un moment donné et qui fait que, vas-y, si pour 50 000 euros, tu as 5 clients, tu vois, qui représentent chacun 10 000, c'est quand même mieux. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus sécurisant que d'avoir un client qui te représente 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Où c'est en plus souvent dans ce genre de contrat, parce que moi j'en connais aussi, souvent il y a un peu de salariat déguisé aussi derrière quand c'est des grosses prestats comme ça. Et je trouve que c'est pas vraiment ce pourquoi on s'est lancé, tu vois. Donc voilà, après c'est pas simple, mais je pense qu'il faut vraiment avoir le déclic avant que la catastrophe ne se produise, comme moi, où ils te disent, en fait, c'est soit limite t'es en CDI, soit ciao, tu vois. Après, il y en a qui font les choix et ça peut bien se passer au final à terme, mais si on a vraiment envie d'être entrepreneur et de se lancer, en effet, il faut se rappeler pourquoi on l'a fait. Et puis tout ce temps-là qu'on utilise dans la semaine pour ce client-là, on va l'utiliser pour développer notre business et forcément, je pense, gagner plus d'argent dans son business. Donc ça, c'était la première chose. Ok, merci d'avoir partagé ton point de vue, c'est cool. Ensuite, sur ce que tu as dit, donc toi, tu as fait du coaching au début et du consulting. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a quand même 4-5 ans, c'était assez, pas facile, mais genre on pouvait créer du contenu et les gens venaient assez naturellement. Est-ce que déjà tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui, par exemple pour vendre du coaching ou du consulting? Toi, je sais que tu fonctionnes quand même beaucoup en termes de lancement sur tes formations, tu prépares vraiment tes lancements, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu aurais quand même du flux entrant tout le temps ou tu penses que ce serait un peu plus compliqué? Si je m'étais lancée aujourd'hui, tu veux dire? Alors, il y a une réalité, sûre et certain, c'est qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant, ça c'est vrai, voilà, quand tu vois le nombre de micros qui se lancent tous les ans, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de concurrence. Après, je pense que ça, c'est mon avis très personnel, mais quand tu es community manager, je parle vraiment de mon métier pour le coup à la base, tu es censé aussi... tu vois, genre moi, si je dois prendre une CM, je vais plus m'orienter vers une CM qui, je le vois, a genre... pas spécialement beaucoup d'abonnés, mais qui arrive à créer du contenu engageant, qui arrive à créer du contenu impactant, parce que c'est l'essence même de notre métier, tu vois. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une bonne community manager qui se lance, justement, son travail, c'est, tu vois, trouver aussi des idées créatives, des moyens de se différencier, justement, de tous les autres comptes Instagram. Donc, je pense que si tu es vraiment bonne dans ce que tu fais, tu peux faire en sorte qu'il y ait des clients qui viennent naturellement. Après, naturellement, c'est un grand mot, parce que pour moi, si tu veux justement que vite, il y ait des clients qui viennent, faut que tu crées beaucoup de contenu. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. C'est juste que tu vas pas forcément le mettre dans le commercial, mais tu vas le mettre dans la communication. Après, l'un n'empêche pas l'autre non plus, surtout si tu te lances et que, je pense que ça peut être un bon compromis aussi d'avoir une bonne communication et d'avoir ce côté aussi commercial. Parce que, tu vois, même quand tu fais de la prospection, forcément, les gens vont aller voir aussi un peu ce que tu fais sur les réseaux. Donc, tu vois, au final, c'est hyper complémentaire. Donc, je pense que tout dépend de la thématique dans laquelle tu te lances. Maintenant, si tu as les bons outils et si tu es vraiment bonne en copywriting, que tu trouves des bonnes idées et tout, moi je pense que, je l'ai même vu, c'est largement possible de trouver des clients juste avec une communication. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus de concurrence qu'avant, ça c'est une évidence. Mais je suis contente que tu le dises quand même et que tu le formules comme ça en te disant oui, c'est de la com, mais tu vas passer du temps à le développer, à le faire. Ah oui. Et généralement, la plupart des entrepreneurs aussi qui se lancent, elles pensent qu'en ayant juste un compte Instagram et qu'elles ont un peu travaillé le truc, ça va tomber du ciel. Bon, et moi, je pense, tu connais ma position, moi, c'est vraiment d'aller en avant, d'aller démarcher, arrêter d'avoir peur de déranger, d'aller se pitcher, d'aller se montrer, d'aller envoyer des messages, etc. Je suis plus dans ce truc-là, puisque c'est ce qui a marché pour moi, plus que la com en elle-même, même si parfois ça rentre naturellement sans que j'ai rien demandé finalement. Mais je suis plus dans la proactivité. Mais je suis contente que tu dises comme ça parce que c'est vrai que souvent on croit que juste ouais, mais pourtant je mets tous mes efforts sur la création de contenu, je fais tout. Enfin, tu dois l'entendre au quotidien. Oui. C'est quoi que tu entends au quotidien ou les croyances ou les problématiques que tu as de façon hyper régulière, surtout quand tu fais des petits coachings, tout ça?
Alors ça dépend justement parce que j'ai beaucoup de débutantes qui me suivent, enfin genre vraiment de nanas qui se lancent, mais j'ai aussi de plus en plus maintenant de nanas qui sont un peu plus avancées, donc c'est sûr que c'est pas les mêmes problématiques. Chez les débutantes, alors typiquement c'est la peur de se montrer. Le truc qui revient le plus, c'est la peur de se montrer, de se mettre en avant, de faire des stories face cam, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça revient tout le temps. Et c'est vrai que je comprends parce que en fait ça te fait vraiment bosser sur toi, hein, vraiment de te mettre en avant. Moi ce que je conseille c'est vraiment en fait de se voir plutôt que, enfin, vraiment d'essayer de détacher en fait sa personne de la casquette de community manager de sa boîte, tu vois. Genre vraiment de se dire quand je crée du contenu, je suis community manager de mon entreprise. Je suis pas genre moi Jessica avec mes croyances, mes machins et tout. Genre vraiment de se mettre dans une posture où tu es community manager de ta boîte parce que limite ça te laisse entre guillemets pas le choix. Et c'est vrai que c'est le truc qui revient le plus, hein, le truc de se montrer, de se mettre en avant. C'est trop bien. Je suis d'accord avec toi sur le côté. Je pense que c'est un mélange de plein de choses en fait de développer une activité parce que moi je suis très sur la communication et moi j'ai beaucoup d'élèves qui sont développés exclusivement comme ça, mais pas que parce qu'il y a aussi ce truc de proactivité aussi. Je trouve, tu vois, de quand tu te lances, en fait le bouche à oreille directement, en parler autour de soi, pas hésiter. Tu vois, genre moi par exemple, ce que je disais la dernière fois dans un contenu, c'est aussi juste parler avec les gens. Genre à Montpellier, tu vois, genre je vais dans un institut de beauté, forcément la nana elle te demande ce que tu fais. Moi j'ai eu plein de... Enfin, du coup, c'est pas allé jusqu'à la fin parce que j'avais pas de place, mais genre, j'ai eu plein d'opportunités comme ça, en fait, juste en parlant avec les gens. Tu vois, donc c'est pas non plus que, tu vois, de la grosse prospection, en fait, lourde forcément à sortir. Je pense que c'est plein de choses. C'est une attitude aussi, tu vois, comme tu dis. Je pense qu'on attire aussi beaucoup de choses de par ce qu'on dégage, finalement. Mais ouais, en tout cas, la croyance que je vois le plus, enfin en tout cas le blocage que je vois le plus, c'est vraiment oser se montrer. Tu vois, genre ce truc de ah non mais moi je suis pas assez extravertie, je suis introvertie donc ça va être compliqué de communiquer. Ah non mais moi je me trouve pas assez belle, je me trouve... Tu vois, tous ces trucs-là qui font que ça t'empêche de créer du contenu. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que surtout quand tu es prestataire de service, et même si tu as une marque, hein, mais encore plus quand tu es prestataire de service, forcément, tu vas vouloir voir la personnalité, parce que le côté, tu vois, humain, compte beaucoup en fait quand tu choisis un prestataire de service finalement. Tu vois, c'est comme quand tu vas moi je sais que je sais pas, je te prends un exemple, alors là je te sors que des exemples dans la beauté, mais par exemple je vais chez une prothésiste ongulaire, en fait sa personnalité va compter limite autant que les résultats de mes ongles parce que je vais aussi passer un bon moment, tu vois. Donc forcément le côté se mettre en avant c'est hyper important et d'autant plus tu vois sur dans un marché concurrentiel comme il l'est actuellement, où tu vois, genre avant, en fait, la différence, c'est qu'avant, moi, à l'époque où je me suis lancée, tu faisais des posts, 3 moyens, 3 conseils pour développer son entreprise et tout. Ça pouvait fonctionner. Maintenant, ça ne fonctionne plus parce que ça ne fait pas la différence. Ce qui va faire la différence, c'est tes convictions, c'est ta personnalité, c'est tes valeurs, c'est la manière dont tu t'adresses à ta cible. Et ça passe forcément par la personnalité. Et c'est pour ça que je leur conseille toujours en fait de se mettre en avant et pas dans le mauvais sens du terme, mais genre juste faire des contenus où on se rend compte de la personnalité, on se rend compte de comment elle parle, comment elle... Tu vois, ce côté aussi, par exemple, tu vends du coaching. Forcément, on a envie de savoir comment tu t'exprimes parce que c'est aussi ta pédagogie qui en découle, tu vois. Et donc forcément, tu préfères être avec quelqu'un, tu sais comment il va t'expliquer les choses que quelqu'un, t'as aucune idée de comment il va t'expliquer les choses, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas... En fait, c'est pour ça que je trouve que des fois, c'est mal compris parce que les gens, ils sont sur Instagram et ils se disent bon, bah vas-y, je vais juste poster... je vais être actif, mais en fait, il y a une différence entre être actif et être efficace et être pertinent, tu vois, dans ce que tu fais. Et du coup, voilà, ça passe par plein de choses, mais notamment, de nos jours, c'est vrai, beaucoup tout ce qui est personal branding, storytelling, valeur, tout ce qui est différent, en fait, tout simplement sur les réseaux. Hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Je te rejoins vraiment je te rejoins sur tout ce que tu as dit, forcément. Et c'est bien, tu as bien insisté sur quand tu vends de la prestation de service. Tu as vraiment insisté sur ça. Alors maintenant, on peut dire que oui, même quand tu as des produits physiques ou quoi, le gérant peut tout aussi développer sa personal brand et ça peut nous rapprocher. Il y a plein de marques qui le font. Par exemple, Justine Hutto de Respire, etc. Mais je trouve que le fait que tu précises ça prend toute son ampleur et ce truc-là, c'est oui, on achète un service et c'est vous derrière votre service. Donc clairement, faut qu'on soit attaché à vous, faut qu'on vous connaisse un petit peu. Donc pour oser se montrer, il y a plein de tips que toi et moi, on met en place, pas de la même manière, mais qu'on met en place. Mais voilà, travailler un peu sur ça. Et tu as tout à fait raison aussi quand on voit du coaching. Et c'est ce que je vois avec moi, tu vois. C'est vraiment, elles ont l'impression déjà de me connaître. C'est-à-dire que quand elles arrivent derrière en coaching, parce que moi,
tu vois, j'ai tout un système d'acquisition où c'est plus moi qui prends les appels et tout, mais quand elles arrivent, elles savent déjà, tu vois, elles savent déjà ce qu'elles vont avoir. Oui, il n'y a pas de surprise. Il n'y a plus de surprise parce qu'elles ont l'impression d'avoir déjà vu, alors moi par d'autres biais, par des masterclass ou par des coachings collectifs que je fais à droite à gauche, mais c'est hyper important en tout cas de se montrer. Donc ça, c'était le premier point. Ça, c'est par rapport à la création de contenu. On a parlé un petit peu de ça, de la visibilité et tout. Juste pour ce sujet-là, parce que c'est quand même le tien, quand quelqu'un te dit oui, ouais, mais Jess, pour toi, c'est facile de prendre tu vois, ta caméra, de te filmer, tu vois, ce truc-là de trouver les idées. En fait, souvent, ce que je vois, c'est que les gens n'arrivent pas à faire... Enfin, moi, j'ai du mal aussi, franchement, honnêtement, pour être transparente avec toi. Des fois, je me dis... Des fois, tu vois, j'ai des idées dans ma tête, mais à minuit. Sauf qu'à minuit, c'est trop tard, tu vois. Et genre, je me dis, ça serait trop bien. Et le lendemain matin, j'ai oublié, ça y est. Alors que franchement, à minuit, j'étais genre hyper motivée de prendre ma caméra et de dire ça. Mais tu vois, le lendemain, c'est passé. Et je trouve que soit j'ai jamais les bonnes idées au bon moment. Et quand j'allume la caméra, des fois, je suis là, bon, attends, il va falloir que je me force à trouver un truc. Généralement, je note pas tout. Tu vois, j'essaie de faire un peu au feeling. Est-ce que tu as des tips par rapport à ça, en tout cas pour trouver les idées, même tout ce qui peut nous inspirer au quotidien? En fait, c'est ça que je dis, c'est que les meilleures idées, elles n'arrivent pas devant Canva. Elles n'arrivent pas, genre, une fois que tu es devant ton calendrier édito et que tu dis, putain, de quoi je vais parler ce mois-ci. Donc moi, mon conseil, genre, le premier conseil, c'est tout bêtement, tu vois, genre, d'utiliser l'application de notes. Moi, franchement, j'utilise grave l'application de notes de mon téléphone pour tout un tas de trucs, mais notamment pour mes idées de contenu, parce que comme tu dis, en fait, des fois, genre, c'est, genre, j'ai une conversation avec quelqu'un, je suis en soirée avec des potes, ou genre, c'est sous la douche, ou la nuit, enfin, peu importe, genre, je suis en train de regarder un truc sur Netflix, et en fait, ça me fait penser à un truc marketing et tout, et du coup, tu vois, je note. Et comme ça, quand je dois faire mes contenus, ben, j'ai toujours un backup d'idées qui sont plus ou moins efficaces. Parce que voilà, de toute façon, il y a un truc aussi, c'est qu'il y aura toujours des posts et des sujets qui vont plus parler que d'autres. Ça aussi, je sais que c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup, notamment avec mes élèves. C'est cette peur, tu vois, de faire un flop et tout. Et je leur dis toujours, mais de toute façon, peu importe qui, même, genre, je sais pas, Léna Situation, c'est l'exemple parce que voilà, c'est vraiment l'influenceuse numéro 1, mais elle aussi, elle a des posts qui marchent moins bien que d'autres. Donc déjà, ça, il faut un peu normaliser, tu vois, il n'y a rien de grave. Mais déjà, ouais, je dirais avoir l'application Notes et aussi, justement, pour trouver des idées de contenu qui sont différents, moi, je pense qu'il faut creuser dans son quotidien. Vraiment, ça, c'est un conseil, justement, pour pas avoir les mêmes idées de contenu que tout le monde, les trucs bateaux, 3 conseils, 3 astuces et tout, 3 machins. C'est vraiment partir de son histoire. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait même pas au quotidien, mais tu vois, genre vraiment retracer son histoire, ce qui a été marquant par rapport à sa thématique, pas forcément parler de tout et rien, tu vois, mais par rapport à ce que tu vends, aux valeurs que tu défends, etc. Et après aussi, dans ton quotidien, genre je le disais, moi je sais pas, il faut vraiment avoir toujours cette idée de noter en fait. Quand tu vas, je sais pas, dans un institut et je sais pas, il y a une expérience client, il y a un truc qui te fait penser, ou tu as eu une conversation avec quelqu'un, ou bah, tu notes en fait. Et moi c'est vrai que ça fait vraiment la différence. Et même sur mes élèves, c'est vraiment de s'inspirer plutôt de son quotidien, de ce qu'on vit. En fait, ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de nanas, tu vois, de professionnels, quand tu leur parles, elles sont tellement passionnées par leur sujet qu'elles vont pouvoir te faire des tirades de genre 1h30 où elles vont te dire plein de trucs et tout, et qui vont être aussi très personnelles. C'est-à-dire que, tu vois, elles se mouillent dans leur discours. Elles disent, je sais pas, imaginons tu as une marque de bijoux et en fait, tu as choisi un matériau spécial parce que, genre, ça va pas noircir, ça va pas machin et tout. Quand tu leur parles, en fait, elles vont te dire naturellement, j'ai fait ce choix-là et tout machin parce que ça, c'est pas une bonne matière, parce que machin et tout. Elles te font limite un cours sur la bijouterie. Et en fait, quand tu regardes leur compte Instagram, c'est que des photos de bijoux. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est encore plus important quand on est prestataire de service, comme je le disais, de montrer sa personnalité. Mais aussi, tu vois, quand tu as une marque, tu vois, en fait, genre, ce qui va compter, c'est un peu l'histoire des fondatrices. Aujourd'hui, les marques qui sortent leur épingle du jeu sur les réseaux, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est Respire parce qu'il y a Justine Hutto derrière qui, tu vois, montre les convictions de la marque. C'est les marques d'influenceuses parce qu'on connaît les backgrounds des influenceuses qui lancent des produits et c'est pour ça que ça marche. Et donc, c'est vraiment, en fait, se servir de ses convictions, se poser aussi vraiment la question. Moi, je trouve la question des convictions, elle est très forte. Et genre, moi, je déteste quand on me dit j'ai pas de conviction. Tout le monde a des convictions. Oui. Tu vois, tout le monde, si tu creuses, forcément, tu as une thématique, tu vois, c'est ton domaine d'activité. Forcément, il y a des choses avec lesquelles tu es d'accord, des choses avec lesquelles tu es moins d'accord, des choses qui sont surcotées pour toi, des choses qui sont sous-cotées pour toi. C'est sur ça qu'on a envie de t'entendre parce que c'est ce qui va être différent de genre juste je fais un truc middle, je me bouille pas trop. Le but, c'est pas forcément de passer des coups de gueule, genre respecte suis ta personnalité, tu vois, t'inventes pas un personnage, mais tout le monde a des convictions.
Tout le monde a des convictions. Il faut juste savoir le partager et se former parce qu'effectivement, tu vois... sur Instagram, il y a aussi, c'est du copywriting, tu vois, finalement. Donc maintenant, tu as des outils quand même qui nous aident. Parce que franchement, Claude, ChatGPT, maintenant, si tu arrives à bien le pitcher, à faire des bons prompts et tout, tu arrives quand même à avoir des rédactions qui sont sympas. Et après, aussi, le côté face caméra, Reels, c'est des choses, tu vois, qui... Et puis, trouver des idées de concepts. Moi, je recommande aussi beaucoup de s'inspirer, en fait, pas forcément de... ta thématique, mais des thématiques, tu vois, qui te parlent en dehors de ta thématique à toi, pour voir en fait des concepts et se dire vas-y, genre ça c'est une trop bonne idée, comment est-ce que je pourrais l'appliquer à moi, ma thématique. Là j'ai vu justement hier, tu vois, on parlait tout à l'heure de community manager qui se lance et forcément c'est plus concurrentiel qu'avant, mais je suis tombée sur le compte d'une CM qui justement en fait a choisi l'angle de son compte Instagram, c'est genre en gros je pars de zéro, je te documente jour par jour, genre en gros 365 jours, 365 reels de mon challenge de genre en gros j'ai envie de monter à 10K par mois et ça en fait, et genre franchement j'ai regardé tous ces reels et je me dis mais trop bien, genre tu l'as su dans son quotidien, il y a un vrai concept, tu vois, et c'est ce qui fait que je vais m'abonner à elle, je me suis abonnée à elle alors que tu vois elle a 1000 abonnés, tu vois, genre c'est pas énorme, mais genre en quelques mois elle a déjà monté une petite commune engagée et tout. Et alors que plein d'autres CM, tu vois, genre c'est un peu plus lisse. Et donc, il faut juste te demander, sur quoi moi je m'arrêterais. Ça peut être sur un concept, ça peut être sur des valeurs, sur des convictions, mais il faut trouver un truc différent, ça c'est sûr et certain par rapport à avant, quoi. Ouais, tout à fait juste que tu partages. Après, je pense qu'il y a une addition de plein de choses. C'est quand tu dis on te dit oui, mais moi, Jess, j'ai pas de conviction. En fait, les gens en ont toujours, mais c'est additionné avec une timidité, pas à l'aise face cam ou en public ou machin. Tout additionné fait qu'ils le font pas, plus l'impression de pas avoir d'idées. Et aussi, je trouve que moi, je le fais de plus en plus, du coup, ce que tu disais, commencer à prendre des notes et tout. Mais purée, je trouve que c'est quand même... tu sais, c'est un peu un exercice mental de me dire... Tu sais, des fois, t'es avec juste tes potes. Forcément, t'as un truc qui te vient. Mais je suis en mode, non, mais là, genre, pose ton cerveau, arrête de faire de travailler, genre... Et donc, du coup, t'oublies ton idée, forcément, puisque t'es là pour être vraiment dans le moment présent. Mais maintenant, j'essaie de le faire beaucoup plus. Alors que, tu vois, à l'époque... j'étais en mode non, j'ai pas envie de faire ça, je déconnecte. Tu vois, vraiment, maintenant, c'est plus un espèce d'exercice, mais qui vient naturellement. Je me force pas non plus à me dire attends, faut que tu notes là, nanana. Je commence à le faire beaucoup plus naturellement. Donc, je pense que ça vient aussi avec l'entrepreneuriat, un petit peu. En fait, moi, je trouve que, pareil, maintenant, c'est naturel dans le sens où c'est juste, moi en général je note juste un mot-clé, genre c'est pas genre je commence à prendre mon téléphone et genre je commence à noter des phrases carrément et tout, c'est vraiment genre juste un mot-clé. En général le lendemain ou même une semaine après, quand je vois ce mot-clé, je me dis ok c'était parce que j'avais pensé ça sur cette conversation, etc. Mais c'est vrai que je comprends ce truc de déconnecter, mais au final si tu as eu cette idée à ce moment-là, c'est que tu étais déjà quelque part dans ta tête dans le business, tu vois, donc autant juste le noter et ça te servira pour plus tard et tu seras content quand tu verras les résultats, tu vois. Et t'as fait un truc aussi dernièrement, t'as sorti une nouvelle prestation de service de venir en podcast avec un entrepreneur. Et juste, ça, c'est trop bien, même pas forcément de le faire avec un pro ou quoi, à part si tu réitères l'édition, mais de le faire avec une pote, de venir à deux, soit ou de s'enregistrer. Déjà, c'est ce que je dis un peu à mes coachés aussi, parce qu'en parlant naturellement, forcément, déjà, on est plus naturel, les idées, elles viennent, et puis on déroule, et on se regarde pas, quoi, on parle à quelqu'un. En fait, j'ai plein de clientes qui, effectivement, genre... après, je peux pas... Cette prestation, je l'ai fait 3 fois pour l'instant. Et franchement, j'adore la faire, mais c'est vrai que ça demande énormément de temps. Donc, voilà, je peux pas en prendre beaucoup dans le mois. Mais c'est vrai que c'est trop bien parce que, en fait, j'ai remarqué, et c'est des anciennes élèves à moi, c'est des clientes que j'avais déjà sur des programmes. Mais c'est vrai que quand tu as cet échange, t'as pas l'impression de faire du contenu et du coup t'es vraiment beaucoup plus naturel. Et après du coup je travaille justement pour cette prestation là pour faire en sorte que quand même les premières phrases soient impactantes, soit des accroches en elles-mêmes, tu vois, qu'il y ait quand même un axe particulier pour que ce soit intéressant et qu'on reste directement, qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Mais c'est vrai qu'après le but c'est juste de les faire parler et en fait naturellement elles sortent, tu vois, des convictions, des choses qui sont hyper pertinentes.
Et ça peut être un bon conseil, comme tu dis, genre même si tu n'as pas le budget pour l'instant de faire ça par une agence ou par un prestat, genre juste tu fais ça avec ta pote et voilà, au moins tu as en confiance encore plus, ça te met moins la pression aussi, tu vois, d'être avec quelqu'un que tu connais bien. Et ouais, c'est un bon tips aussi. Hein. Ouais, tu sais ce que je fais, moi, enfin, carrément, après, c'est sûr que ça sera forcément pas quali, mais je les mets en binôme dans mon académie et je leur dis de se faire un Zoom. Bon, alors, ce sera pas forcément très qualitatif au niveau vidéo et tout, mais déjà, ça met les premières pierres, tu vois. Elles se font un Zoom à 2, elles recordent et elles se font comme une interview de podcast, quoi. Ouais. Donc, elles peuvent choper des éléments. Ok, pour ce sujet, on va avancer dans le podcast parce qu'il y avait vraiment un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est ton business model, en fait. C'est ton système d'acquisition qui est basé sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur ta personnalité. C'est vrai que tu es très lancement, on va dire. Enfin, tu fais un lancement, même si on peut acheter tes formations en continu quand même, je suppose, pour certaines d'entre elles. Mais tu fais beaucoup de lancements. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Et qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de un petit peu stopper les coachings ou en tout cas le one-one? Ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que c'était pas pour toi? Enfin, tu le fais quand même un petit peu, mais que c'est pas ton business model de prédilection. Le coaching, je pense qu'en fait, le one-one, alors j'ai adoré ça surtout au début, et en fait, je pense que j'en ai trop fait d'un coup. C'est-à-dire que sur 6 mois, tu vois, il y avait des semaines où je me retrouvais, enfin même des journées où je me retrouvais à faire 3-4 coachings, et en fait, c'était trop, genre d'un coup. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu ce truc, limite, du jour au lendemain, je dis, vas-y, je fais plus, en fait. Genre, je me mets à la formation, et je fais que de la formation. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, le one-one m'a quand même manqué. Mais du coup, j'ai trouvé un autre moyen d'en faire, mais que le coaching. En fait, pour moi, le coaching, ce que j'aimais moins, effectivement, par rapport à moi, ma vie idéale, c'est que ça demande quand même, tu vois, des horaires spécifiques et surtout un suivi sur plusieurs semaines, etc. Donc, en fait, potentiellement, si j'en avais quelques-uns, ça ne me dérangerait pas. Mais, et puis, c'est un truc qui est quand même difficilement scalable parce qu'au bout d'un moment, tu vends ton temps et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est juste que c'est un business model où effectivement, si tu peux pas prendre plus de 3 personnes dans la journée, tu peux pas c'est pas scalable à l'infini, quoi. Mais quand même, le one-one me manquait quand j'ai fait de la formation. Et du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, fais du consulting. Parce que je pense que tu as l'expertise pour maintenant. C'est vrai que moi, tu vois, j'ai jamais voulu me cibler sur, par exemple, un marché. Mes clientes, ça peut être des naturopathes, des tatoueuses. Enfin, j'ai des marques de bijoux. Enfin, vraiment, j'ai plein de clientes différentes. Et du coup, j'arrive maintenant à avoir ce recul. Tu vois, vu que j'ai vu plein de choses, que ce soit en entreprise, en agence avant ou via mon parcours après en indé, qui fait que j'arrive à avoir tu vois, ce recul de dire, ok, quelles sont les actions qu'on peut optimiser, toujours en termes de communication. Donc, je reste sur ma spécialité qui est la création de contenu sur Instagram. Mais du coup, je fais du consulting, c'est-à-dire que c'est des séances one-shot où j'envoie un questionnaire en amont pour vraiment bien prendre les besoins, les problématiques, la situation. Et ensuite, je fais des recos stratégiques avec un plan d'action en 1 heure. Voilà, les choses, c'est vraiment quand tu as besoin d'un regard extérieur. Du coup, ça s'adresse aussi, c'est vraiment complémentaire à mes formations. Mes formations, je les vois plus pour celles qui se lancent justement et qui veulent apprendre à communiquer sur Instagram ou qui ont déjà des petits résultats mais qui veulent optimiser. Et vraiment, ces consultings, c'est plus pour les entrepreneuses un peu plus avancées, entre guillemets, sur Instagram et qui ont déjà un système qui marche et tout, mais qui sont à la recherche de plus, tu vois, qui veulent aller plus loin. Et du coup, c'est vrai que les deux me conviennent complètement. Plus, à côté aussi, je suis bras droit de Tony, donc qui me demande aussi pas mal de temps parce que j'ai tout son marketing à faire, ses pages de vente, ses tunnels de vente. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, c'est vrai que j'ai du mal à définir mon business model parce qu'en fait, mon business model, c'est un peu un mélange de plein de business models, tu vois. Genre, comme tu dis, j'ai des lancements, des promotions. Dans l'année, je dois en avoir 3-4, tu vois, des lancements et des promotions parce que j'en fais finalement peu, parce que je trouve que quand tu fais des promos, par exemple, si tu as des promos tout le temps, le mot promo a plus trop son sens, tu vois. Ouais. Donc, je suis pas trop de cette team-là, mais j'en fais de temps en temps, ce qui fait que les gens l'attendent aussi. Et quand je fais des promos et des lancements, ça fonctionne très bien. Mais je vends aussi à l'année, parce que j'ai des tunnels de vente, en fait, sur mes programmes qui sont en evergreen, donc qui sont vraiment ouverts toute l'année. À côté de ça, je suis bras droit de Tony. Maintenant, j'ai aussi Marion, qui est une entrepreneuse que j'ai commencé à aider l'année dernière à se lancer dans la formation en ligne, parce qu'elle est influenceuse de base et sur la thématique du voyage. Donc, on a commencé à lancer des formations aussi. Donc, en fait, je prends une part de ce qu'elle fait de ses ventes en formation. J'ai le studio de podcast, j'ai du consulting.
Tu vois, de temps en temps, je fais des prestations de services, même si ça reste très exceptionnel sur Personal Reels, donc ce qu'on disait tout à l'heure, où les entrepreneurs, je les aide à créer des Reels. En fait, je pense que j'aime pas trop me... Tu vois, genre, j'ai pas le profil, par exemple, à avoir une offre et à la développer, genre, tu sais, à genre, vraiment la réoptimiser, la développer. Je suis quelqu'un de base qui me lasse assez facilement et du coup, c'est vrai que j'aime bien toucher un peu à tout. Il y a un socle qui reste, tu vois, le fait d'aider les entreprises, de trouver des moyens de les aider à développer leur communication et à trouver des clients et à scaler leur business. Mais en fait, j'aime, tu vois, avoir des journées un peu différentes, faire des choses différentes. Hier, typiquement, c'était une journée où j'étais que sur mon ordi. Aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai une ITV. Ensuite, cet après-midi, j'ai un call SOS Jess. Enfin, j'aime avoir, mettre, tu vois, j'ai un peu plus ce profil, tu vois, de genre, j'aime bien avoir plusieurs offres et jouer avec ces plusieurs offres et me dire, bon, bah, ok, qu'est-ce que je fais, enfin, qu'est-ce que je peux lancer. J'aime aussi beaucoup la création, le processus de création, que ce soit dans le contenu ou même dans la création d'offres. Tu vois, genre, j'adore lancer un produit digital, me dire, ok, bah, en fait, vas-y, quel est le besoin de mon audience actuellement? Comment est-ce que je peux créer un programme qui répond à ça, tout en faisant en sorte que moi, ça respecte, tu vois, ma vie idéale, entre guillemets. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à définir mon business model. J'en ai pas qu'un, en fait, quelque part. Ouais. Bon, après, c'est tout un écosystème aussi où tu fais plein de choses. Juste sur cette question de lancement, comment tu t'organises, entre guillemets? Est-ce que tu fais... Admettons, si on reprend from scratch avec une nouvelle formation que tu devrais sortir parce que tu identifies un besoin, est-ce que tu t'y prends des mois à l'avance? Comment tu t'organises un petit peu, toi? Tout dépend de la taille, entre guillemets, du produit. Tu vois, typiquement, sur le calendrier que j'ai lancé l'année dernière, il y a quasiment 1 an. D'ailleurs, je vais bientôt faire une promo dessus. En fait, c'était c'est un petit produit digital à créer. Enfin, ça m'a demandé quand même... tu vois, c'est un calendrier de contenu, donc 365 idées de contenu et d'accroche. Typiquement, ça m'a pas demandé... En fait, c'est un produit prêt à l'emploi. Donc, ça m'a demandé peut-être, tu vois, genre 2-3 semaines de création. Donc pour ce genre de lancement qui est, tu vois, un petit produit que je tarifie à 127 € prix plein et en lancement c'était 77 ou 67, je sais plus, 67 il me semble. Mais voilà, c'est un petit produit, donc je sais que le marché va être... Enfin, t'as pas besoin de faire une phase de, moi ce que j'appelle de chauffe, pendant des mois à l'avance. Genre, t'as pas besoin d'éduquer ton audience pendant 2-3 mois à l'avance, comme par exemple ce serait le cas sur une formation comme InstaSchool, qui est un produit middle ticket à 700 € et où je sais qu'il y a quand même plus d'efforts de communication à faire. Donc en fait, tout dépend de la taille du produit. Tu vois, typiquement pour InstaSchool aussi, en général, quand je fais un lancement, c'est une masterclass parce que je sais que j'ai besoin de temps pour expliquer, tu sors plus d'arguments marketing, tu as besoin de sortir plus d'arguments marketing que pour une petite formation. Donc en fait, tout va dépendre de la taille du produit. Et le lancement aussi, tu vois, typiquement, est-ce que je fais une masterclass plus des emails ou est-ce que je fais que des emails ou est-ce que, tu vois, qu'est-ce que je fais en story, qu'est-ce que je fais en feed, combien de temps, sur combien de temps, quelle urgence je crée. Donc, en fait, tout dépend du produit. Ouais, tu t'organises. Mais c'est quand même beaucoup de taf aussi. Hein. Et c'est pour ça que je dis que la formation en ligne, moi, je le dis tout le temps. En fait, ce que les gens confondent un peu, c'est que c'est pas un business passif. Dans le sens où tu as besoin d'énormément d'efforts marketing. Par contre, c'est un business scalable. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un business où... alors, c'est très cliché, mais oui, moi, genre le matin, je me réveille, j'ai des ventes de la veille, tu vois, entre guillemets, en dormant. Mais c'est pas vraiment en dormant parce qu'en fait, j'ai mis en place des tunnels de vente, j'ai des contenus, tu vois, je suis très régulière sur ma création de contenu. Donc, ça demande... En fait, c'est juste... La question, c'est où est-ce que tu as envie de mettre tes efforts, tu vois. C'est plus ça. Mais ouais, tout dépend des lancements que j'ai à faire. Mais comme moi, j'adore le marketing, le marketing, la communication, je me régale à faire des tunnels de vente, à créer des pages de vente. Ouais. La plupart des gens détestent faire des pages de vente, tu vois. Moi, j'adore. Donc, ouais. Écoute, super podcast avec toi, super épisode. J'ai aimé tout ce que tu as partagé. Je pense qu'on arrive un petit peu vers la fin. Quelles sont tes ambitions, ta vision pour le futur de ton business ou même à vous deux, si vous avez des projets, je sais pas, en couple, de faire des choses? Alors, je dirais que l'année dernière, justement, on a lancé beaucoup de choses, beaucoup de projets différents, l'immobilier, My Studio, etc. Et justement, là, cette année, on a envie un peu de
voilà, Slow down. tranquille. C'est pour ça qu'on est à Bali aussi, de prendre un peu de recul et de justement profiter un peu de ce qu'on a construit tout en optimisant. Mais c'est vrai que cette année, on est plus dans une phase où on essaie de toujours lancer des choses parce que sinon on s'ennuie, mais on va pas avoir de gros projets justement cette année. Il n'y a pas de temps fort ou d'énormes projets en cours. Donc voilà, mais on est très bien comme ça et au final, je suis contente parce que c'est vrai que j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire genre vraiment créer un business au service de ma vie. Ouais. Et voilà, qui sera pas. En fait, il faut juste se poser la question de qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est non négociable. Et je trouve que ton business model, il doit être adapté à ça, quoi. Ouais. T'es pas très vision, toi, je crois, non? C'est pas, enfin, genre se dire, ok, dans 5 ans, je me vois. Ah non. Ouais, Ah non. non, moi c'est limite même dans 5 jours, je sais pas ce que je fais. Non, j'exagère. J'exagère, j'ai un fil conducteur, mais tu vois, genre les plans à 5 ans, 3 ans, justement avec Tony, on en a beaucoup fait, et en fait, on les tient jamais. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on est plus trop partisans de ce genre de Ouais, donc d'outils, tu quoi. verras s'il faut. Vous allez ouvrir un bar à matcha à Bali. Qui sait, franchement, ça m'étonnerait même pas, tu vois. N'empêche, je te vois bien faire un truc où il y a de la création, créer tout un branding de A à Z et tout. Enfin, moi, j'adore. Dans les projets, c'est ce que j'aime le plus. Clairement, bosser tout ce qui est DA, marketing au global et tout, j'adore. Est-ce que tu as une citation, une punchline ou un mantra, t'appelles ça comme tu veux, que tu te répètes à toi ou à tes clients ou, je sais pas, tous les jours ou au quotidien, enfin, régulièrement, en tout cas un truc qui t'inspire comme ça? Je sais pas si j'ai une citation phare, je pense pas, mais si j'avais un truc un truc que je me répète souvent, c'est en gros, qu'est-ce que ferait... tu vois, genre, si j'ai peur de faire un truc, c'est qu'est-ce que ferait la Jess que j'aimerais être, tu vois, que j'aimerais devenir, tu vois. Et souvent, ça me pousse à prendre des décisions qui sont alignées parce que je sais je sais potentiellement, voilà, mes ambitions, ce qui me rend heureuse. Et donc, du coup, je me pose toujours cette question de est-ce que le choix que je suis en train de faire actuellement est aligné à ça, est aligné à la vie de rêve, à la vie que j'ai envie d'avoir dans 3 ans, dans 5 ans, potentiellement, quoi. Trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi? Sur Instagram, directement, à Jessica de Prater. Voilà, je pense que c'est une surprise pour personne. Ou sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Pause Latte et qui est disponible sur toutes les plateformes. Merci pour ton temps. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.